quelques instants. Mais avant cela, je vais passer la parole à Fanny. Fanny qui va nous présenter un projet, une expérimentation de transformation d'EHPAD qui a été donc menée en co-conception. Donc c'est bien qu'on a écouté et impliqué également. C'est exact. Donc, bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis Fanny Serret, je suis architecte et on est spécialisé à l'agence Atelier Architecture Humaine dans la transformation domiciliaire, de ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation domiciliaire des établissements médico-sociaux. Et donc, je voulais vous présenter un projet, tout le processus et ce que ça donne. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2017 et qui a été livré en 2019 et sur lequel on est revenu faire des évaluations en 2021. Donc, c'est intéressant aussi de vous apporter tout ça. Voilà, donc un autre point qui était important, donc à l'agence on a une autre spécificité, c'est qu'on a un département de recherche et que j'ai fait moi mon doctorat d'architecture sur l'impact de la domesticité sur la qualité de vie des personnes, leur appropriation des lieux. Donc voilà cet établissement qui est un hôpital gériatrique, très grand hôpital, qui a été reconstruit il y a à peu près une vingtaine d'années et pour lesquels l'établissement faisait le constat. On voulait faire une maison, et on s'est raté. Et vous voyez les photos, on est d'accord, ils sont un petit peu à côté. Et parmi tous les lits, ils avaient donc 4 unités dites de psychogériatrie, l'équivalent d'unités protégées. Et vous voyez qui ont à peu près, alors je sais pas, voilà, qui ont vraiment un plan qui, du point de vue des ARS, est le plan idéal de l'unité protégée. Une porte d'entrée qu'on ne voit pas vers des locaux techniques, un espace de déambulation autour d'un patio, une salle d'activité fermée, un bureau des soignants vitré 360 pour surveiller tout ce beau monde, et puis une salle à manger au fond, qui est plutôt ce que les résidents l'appelaient le réfectoire. Voilà, c'est intéressant, les mots qu'emploient les gens. Et donc, ils nous disent, si vous pouviez nous faire une petite mission de déco, faire ce truc comme à la maison. Alors, nous, on était un peu d'accord sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que la déco, j'allais dire, si on a un peu de goût, c'est facile, mais faire en sorte que ça, un jour, ça soit un lieu dans lequel les gens se sentent habités, il y a plein d'autres choses à faire que de la déco. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, on était dans un environnement où, concrètement, au moins la moitié des troubles qu'on observait chez les personnes étaient liés à l'environnement lui-même. Et qu'en fait, il y avait une espèce de cercle terrible, c'est-à-dire, vous voyez, les gens sont enfermés, ils cherchent la porte. Pour leur sécurité, on avait enlevé absolument tous des lieux. Du coup, ils errent. Alors, on me dit, vous voyez, comme ils sont déments, ils déambulent. Bon, en même temps, pour avoir passé moi-même une journée entière dans ce lieu, je peux vous dire qu'on finit soi-même par déambuler. Et je pense que si on m'y avait enfermé pendant 15 jours, j'aurais fini moi-même par être agressive. Et sans doute qu'on m'aurait contentionné aussi pour que je me calme un peu. Donc en fait, tout ça fait qu'on était au stade du boule. On était au stade de perdre du sens de la vie pour les résidents, perdre du sens du travail pour les professionnels. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va remonter cette pente ? C'est pas qu'une histoire de transformer l'établissement. Juste Fanny, j'aime apprendre plein de choses. Environnement iatrogène. Iatrogène. Alors, vous connaissez sans doute le principe de iatrogénie médicamenteuse. Le principe, c'est quand on prend tellement de médicaments, en fait, on a plus d'effets néfastes que les premiers médicaments, les interactions. Donc le principe d'un environnement qui serait iatrogène, c'est ça, il génère, de par sa structure, un certain nombre de troubles. Alors iatrogène, on pourrait dire pathogène, si vous voulez. Et une des choses qui est claire, je pense qu'on l'a tous vécu avec la crise sanitaire, être enfermé, c'est pathogène. Voilà. Je pense qu'on l'a tous vécu, donc clairement se posent ces questions-là. Donc comment on a fait ? Exactement comme Lise a dit, voilà, on a fait toutes les étapes du process. Et on a commencé par s'immerger, je vous en ai raconté un petit bout, mais ce qui nous a le plus frappé, c'était ce sentiment de vide et de la sécurité à tout prix. Et donc, on a dit, il faut absolument qu'on travaille avec les professionnels parce que finalement, cette question de changer de culture, c'est une question qui est très profonde. C'est aussi comment on regarde les gens, comment on perçoit, c'est quoi le travail bien fait pour moi. En fait, ça interroge des tas de dimensions. Qu'est-ce que c'est que l'organisation ? Le directeur me disait, moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent des gâteaux. Il a dit, facile de mettre un four dans la cuisine, mais est-ce que la cuisine va être ouverte ? Est-ce qu'ils vont avoir des œufs ? Est-ce qu'il faut faire un bon d'achat pour avoir des œufs ? Enfin bref, en fait, ça interroge toutes les dimensions de l'établissement. Et donc, sur cette question des lieux, il a fallu qu'on arrive à réfléchir en se disant comment, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce lieu ? C'est-à-dire que cette question architecturale est venue réinterroger le projet d'établissement et à ce stade-là même, le projet associatif, quasiment politique de la structure. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut faire un espace de travail dans lequel il y a des résidents qui vivent ? Ou est-ce qu'on veut faire un espace de vie dans lequel il y a des professionnels qui travaillent ?
Et ça, c'est une question qui nous a beaucoup servi avec les professionnels pour les aider à comprendre que tant qu'ils diraient « chez nous, dans mon service, ça se passe comme ça », quelle possibilité les gens auraient de les aider, de pouvoir habiter eux aussi là, c'était très très compliqué. Et donc comment finalement, vous voyez ce continuum là qu'on a écrit avec Kevin Charras, comment on va être capable de faire bouger ce curseur? Alors c'est très compliqué, mais vous voyez, quand on est à l'hôpital, clairement la valeur principale c'est le soin. Et puis si on fait bien son travail, les gens sont vite soignés, ils sortent vite. À la maison, c'est la vie quotidienne. Mais quand on a 80% de professionnels soignants, la question de la vie quotidienne, c'est un peu plus compliqué. Donc on a travaillé autour de ces sujets-là et du qui est chez qui. Et ça, je pense que c'est une question qui est très éclairante et qui suscite beaucoup de débats. Et du coup, on leur a aussi travaillé sur c'est quoi les mots qu'on emploie et qu'est-ce qu'ils cachent de nos idées. Et finalement, changer le vocabulaire, c'était aussi une manière de changer les idées qu'on avait dans la tête. Et vous voyez, tant qu'on appellera ça EHPAD, établissement d'hébergement, donc la dame disait tout à l'heure, ça me gêne qui est dépendant, moi ça me gêne qui est hébergement. C'est-à-dire que quand vous êtes hébergé chez votre belle-sœur, vous savez bien que vous n'êtes pas chez vous, soyons clairs. Donc en fait, cette question de comment est-ce qu'on va passer, est-ce que je peux habiter une unité ou un secteur? Non, on habite des logements. Et quand on habite des logements, on n'est pas un résident, on n'est pas un patient, on est soi-même un habitant, un locataire. Et donc comment est-ce qu'en réfléchissant l'ensemble de ces choses, et notamment des questions qui ne sont pas très, très aimées en établissement, des questions d'hétérogénéité, c'est-à-dire que souvent on a de la standardisation dans les établissements, c'est tellement pratique, me disait la comptable, de commander 60 fois le même fauteuil. Ah bah oui, mais bon, chez moi ou dans mon immeuble, tous les habitants de tout l'immeuble n'ont pas le même fauteuil. Et puis d'ailleurs, même chez moi, j'ai au moins 5 fauteuils différents. Vous voyez, et tout ça, c'est compliqué. En tout cas, ce n'est pas très pratique, diront-ils. Et donc, on a travaillé sur ces choses-là. Et ça, c'était des choses sur lesquelles on s'est dit, ce qui est très compliqué sur cette question du domestique, c'est que nous, les architectes, ce qu'on fait, c'est les maisons, les murs. Vous voyez en anglais le house. Le chez-soi, le home, ça, c'est ce que font les gens eux-mêmes. Et là, tout d'un coup, nous, architectes, et vous, gestionnaires, on se retrouve à devoir constituer le home pour des gens qu'on ne connaît pas. Et à quoi ça tient? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes chez vous, vous savez que vous êtes chez vous? On ne s'est jamais posé cette question-là. Je veux dire, vous n'allez pas chez quelqu'un et vous ne dites pas « Oh là là, qu'est-ce que c'est domestique chez toi ?» Non, on habite les lieux et c'est tout. On ne se pose pas ces questions de qu'est-ce qui fait que ce lieu-là, il est capable que j'y habite. Alors d'abord, c'est une question, et on a beaucoup travaillé, c'était un des principaux axes de recherche, c'est comment on va pouvoir fabriquer ça? C'est d'abord une question d'échelle. Chez moi, je n'ai pas 6 tables à manger, 25 chaises, 150 mètres entre ma salle à manger et ma chambre, 23 lustres. C'est pas comme ça chez moi. Chez moi, c'est à l'échelle du corps. C'est plus petit. Et puis chez moi, je n'ai pas des tables de Manutan ou Camif Collectivité. Chez moi, j'ai plein de choses très différentes d'ailleurs. Quand je regarde le simple, d'ailleurs, vous avez qu'à ouvrir. Est-ce que vous metteriez les choses qu'il y a dans les EHPAD chez vous? Si la réponse est non, eh bien clairement, ça n'est pas domestique. C'est une question d'image. Et c'est important cette question d'image parce que si on voit bien, c'est 83% de ce que le cerveau perçoit. Ça veut dire que c'est très très prégnant. Mais ce n'est pas qu'une question d'image, la maison. La maison, c'est aussi une question de qu'est-ce que ça sent. Alors une maison, ça sent ce que vous utilisez pour laver le sol, ce que vous utilisez pour laver vos vêtements, la nourriture, l'huile, le chat, les bébés. Et à l'hôpital, un EHPAD, qu'est-ce que ça sent? Exactement la même chose. Où est-ce que vous faites la cuisine? Qu'est-ce que vous utilisez pour laver le sol? Où est-ce que vous étendez le linge, etc., etc. Donc c'est aussi du son, c'est beaucoup de choses. C'est de l'ambiance, ça mobilise tous les sens. Et c'est aussi une question haptique, c'est-à-dire au niveau du corps. Vous voyez, vous n'avez pas ça, mais par exemple, j'ai cette table-là qui fait croire à mes yeux qu'elle est en bois. Elle a un petit revêtement en bois, mais mes mains posées sur la table, les yeux fermés, mon corps sait que ça n'est pas du bois. Alors par chance, je possède toutes mes fonctions cognitives, donc je sais bien que c'est une imitation, mais quand on a des personnes qui ont des troubles cognitifs, qu'est-ce que ça génère? Ça génère ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, donc 2 informations contraires arrivent dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Des troubles, de l'incompréhension. Et puis bien sûr, la maison, c'est est-ce que je mets l'éponge à droite ou à gauche de l'évier? Est-ce que je mets mes culottes dans mon tiroir ou à côté? Est-ce que je plie en 3 ou en 4? C'est l'usage, la manière dont on utilise les lieux. Et donc, dans ces unités, on a dit, bon, d'abord, quand on rentre dans une maison, on ne rentre pas par le petit bout du local technique dans la chambre. Dans une maison, on rentre par les parties les plus publiques. Elles nous accueillent, elles nous disent bonjour, et puis après, au fur et à mesure, on va aller vers plus d'intimité. Donc, on a décloisonné cette fameuse salle d'activité dont je vous parlais, là, qui ne sert à rien pour créer, quand on rentre, un vrai espace d'activité. Et donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si je montrais ça à n'importe qui dans la rue, je ne crois pas qu'il me dirait « Oh tiens, ça c'est un EHPAD ». Il ne dirait pas ça.
Ça, c'est l'image. Ça lui dit pas ça. Donc ça, c'était important. Et je vous montre d'autres lieux. Donc ça, c'était la fameuse réfectoire. Hein, et on a dit, bon, la cuisine, d'abord, il faut qu'elle soit plus ouverte. Et donc, vous voyez, ça a passé par... On a changé le sol, on a changé l'éclairage, on a changé le mobilier, on a changé toute une série de choses. Et ce dont je vous parlerai après, c'est que ça pose d'autres questions. Hein. Par exemple, réouvrir la cuisine pose la question de, oui, mais comment assurer la sécurité? Les professionnels me disaient l'autre jour, mais vous vous rendez compte, Madame Machin, j'arrive à 6h du matin, elle a fait son café. Moi, je dis, super. Elle me dit, mais non, c'est horrible, elle aurait pu se brûler. Alors, vous voyez, donc c'était presque trop bien fait. Et puis donc, ces couloirs, hein, qui sont quand même assez terribles. Et, alors, j'aime beaucoup cette dame, d'ailleurs, quand je suis retournée, elle était encore comme ça. La question, c'est comment est-ce qu'on va être capable, dans ces couloirs qui sont toujours très grands, et où, en fait, c'est juste, d'ailleurs, c'est bien dit, c'est des espaces de circulation. On fait que circuler, il n'y a rien à voir. Comment est-ce qu'on va être capable de créer du rythme, du repérage, des choses intéressantes, pouvoir s'installer, observer les gens, ce qu'ils font. Et puis ces fameuses portes de chambre qui avaient été toutes peintes d'une couleur différente en disant mais regardez comme ça chacun se souvient de sa couleur. Ben non, en fait, ce qui vous permet de différencier une porte parmi plein d'autres, c'est si votre porte est bleue pendant que toutes les autres sont vertes. Mais si elles sont toutes d'une couleur différente, on ne sait plus. Et puis il y avait des petites allures pédiatriques quand même, je ne reviendrai pas sur ça, mais donc vous voyez ce qu'on a pu faire, c'était de dire bah, si on veut dire aux gens que là c'est vraiment un appartement, il faut qu'on ait des codes de porte résidentielle. Et ces fameux chariots, parce qu'en fait, dans l'unité, 9 chariots en tout il y avait. Donc on a dit, mais je veux bien vous mettre des meubles et tout, mais tant que vous laisserez traîner tous vos chariots, on ne va pas pouvoir avancer. Et donc on s'est dit, parmi tous ces chariots, ce qu'on a pu observer pendant l'immersion, c'est qu'il y en avait plein qui ne bougeaient jamais. Et donc on a dit, à quoi ça sert d'avoir un équipement mobile si en fait vous en avez qu'à un endroit? Et comment ça se passe dans la vraie vie à la maison? Et à la maison, là où ça ne bouge pas, j'ai un meuble comme ça, un confiturier ou un... Voilà, donc tout doucement, ça a changé un peu ces environnements. Et puis donc on est venu faire une évaluation, comme je vous le disais, et on a fait pas mal d'entretiens, notamment avec les professionnels et les familles. Et là, vous voyez, en fait, plus le texte est gros, plus c'est la récurrence de ce qui ressortait. Donc on s'est dit, on avait plutôt atteint notre objectif. Et ce qui ressortait le plus fort, donc là, je ne vous présente pas les données liées aux médicamenteuses, mais la première chose qui ressortait, c'est qu'il n'y avait plus de contention chez les résidents. On avait la moitié des résidents qui étaient sous contention chimique, l'autre moitié physique avec des espèces de fauteuils, vous savez, où il est calé avec un adaptable. Donc il n'y avait eu plus de contention. La vaisselle n'est toujours pas cassée, même si elle est en porcelaine avec des petites fleurs. Et donc les gens se sentaient apaisés, et ça, c'est vrai que ça ressortait très bien. Et la chose qui ressortait très fort aussi, c'est que les professionnels nous disaient « Mais qu'est-ce que ça fait du bien de travailler dans un environnement qui est beau et qui nous valorise, en fait. » Et ce qui était assez étonnant, c'est que vous voyez, ça leur donnait l'impression qu'ils avaient plus de temps, alors qu'ils passent leur journée à courir après du temps. Et du point de vue des résidents eux-mêmes, alors ça, c'était... voilà, je ne sais pas si vous voyez cette petite chose, hein, parmi le regard porté sur les conditions de travail, il y en a encore des professionnels qui ont dit « chez nous ». Et il y en a qui ont dit d'ailleurs c'est plus beau que chez nous, ça posait d'autres questions. Mais... Et quand on a parlé avec les résidents, donc avec quand même des troubles cognitifs assez sévères, donc là maintenant il y a une buanderie, une machine à laver, ils étendent le linge, etc. pour que ça sente bon. Donc j'avais une dame qui étendait le linge, je viens la voir, je lui dis alors vous étendez le linge chez vous et tout. Elle me dit ah non, pas du tout, je ne suis pas chez moi ici, je suis chez des amis et je les aide. Et c'était intéressant, donc ça veut dire que oui, ils se sentent dans une maison, mais non, ils ne sont pas chez eux. Pour une raison qui est très simple. Je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que quand vous êtes chez vous, vous savez que vous êtes chez vous, peut-être que vous pensez à vos clés, etc. On découvre, c'est comme la santé, ça. On découvre ce que c'est quand on le perd, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas chez vous, qu'est-ce qui fait que vous savez que vous n'êtes pas chez vous? Chez moi, je décide de faire ce que je veux, quand je veux. Et quand on a refait l'immersion pendant un temps assez important, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était beaucoup de professionnels qui disent « Ne faites pas ça, Madame Machin. Venez là, Madame Machin. » Beaucoup d'injonctions. « C'est l'heure de faire ça. Non, ne servez pas, Madame Truc, etc. » Et d'ailleurs, il y avait même une résidente qui appelait professionnelle « Oui, on va faire comme vous dites, chef. » C'était intéressant. Donc tout ça veut dire qu'on s'est dit, mais mon Dieu, c'était même pire. Enfin, en tout cas, on s'est beaucoup interrogé sur ça. Donc ils étaient mieux, mais ils n'étaient toujours pas chez eux. Donc là, on est en phase 2 avec eux. On dit, bon les gars, au bout de 2 ans, alors ça c'était le combat du début qui n'est toujours pas atteint. C'était intéressant parce que la blouse, elle perdure, là, c'était la dernière chose à résister. Je dis, mais quand même, hein, quand je suis chez moi, il n'y a pas 5 personnes avec une blouse. Et en tout cas, il faut une tenue de travail, parce qu'on peut considérer que c'est tout à fait légitime. Il y a des tas de manières beaucoup plus ordinaires qu'une blouse d'hôpital pour le faire. Et puis, après, on leur a dit, mais est-ce que vous pouvez nous montrer là, vos fiches de poste? Et donc, on a regardé, et on était assez étonnés de voir que les fiches de poste, c'était les mêmes que depuis 2012.
Donc on s'est dit, en fait, on a fait tout ce changement-là, mais on n'avait pas dit aux professionnels dans leur fiche de poste, on leur avait dit à l'entretien, etc., mais on ne l'avait pas écrit contractuellement que eux, maintenant, ils ne devaient plus faire la vaisselle, mais faire la vaisselle avec les gens. Et ben, du coup, les nouveaux qui n'avaient pas participé à la concertation, tout ça, c'était un peu plus compliqué. Et puis, qu'est-ce qui avait marqué dans le contrat de séjour ? Là, pareil, ils n'avaient pas changé, donc ils n'avaient pas non plus contractualisé avec la famille le fait que, oui, ici, les gens, ils avaient le droit de se faire un café à 6h du matin, et que, oui, on prenait le risque que, potentiellement, il allait se brûler, mais que peut-être, il gagnait plein de choses. Moi, je me disais, sur le plan procédural, faire un café, c'est plein d'étapes quand même. Enfin, j'étais plutôt contente de ça, mais... Et puis, le règlement de fonctionnement. Alors, souvent, les règlements de fonctionnement, c'est l'espèce de liste à la Prévert de tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il manque une petite phrase à la fin, c'est « tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé ». Et ça, je pense que c'est un point que, dans le doute, abstiens-toi. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fort en logique institutionnelle. Quand les gens sont chez eux, ils disent « je peux pas, bon allez, je vais voir, je le fais quand même ». Alors que là, en fait, si les professionnels ne savent pas de manière très claire ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, dans le doute, abstiens-toi. Et donc, on s'est dit, il y a une urgence, en fait, à autoriser, à formaliser les autorisations. Ici, les gens ont le droit de, et faire en sorte que ce règlement de fonctionnement, il ne soit pas que liberticide, entre guillemets, il soit aussi, je ne sais pas quel est le mot, mais émancipateur d'une certaine manière. On a le droit de faire ça. Et donc, je vais finir juste sur ça, mais moi, je me dis que quand on lit les projets d'établissement, tous les guides de bonne pratique, d'une manière globale, ce qui est marqué, ce qu'on vise, c'est la qualité de vie des gens. Bon, la qualité de vie des gens, alors je trouve que les paroles, vous en parlez beaucoup mieux que moi. Enfin, ce qui a été dit tout à l'heure, c'était très clair. Et souvent, ça tient à des choses qui ne sont jamais écrites dans les projets. Qu'est-ce qui fait les petits bonheurs de la vie quotidienne ? Qu'est-ce qui fait qu'on comprend l'environnement dans lequel on est ? Qu'est-ce qui fait qu'on est entouré de beauté ? Quels sont les petits moments de joie ? Et ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais une chose qui m'a frappée quand on est retourné, c'est qu'on a beaucoup entendu les gens rire. Et alors qu'avant, c'était le silence absolu. Et je me dis que des choses comme ça, ça pourrait faire des beaux projets de vie. Et moi, j'invite les équipes à leur dire, oubliez votre espèce de catalogue d'activités, à essayer de faire du rencontre, du speed dating, vos activités versus les envies des résidents. Qu'est-ce qui fait que ici, à quoi ça tiendrait pour vous sentir chez vous ? Et vous verrez, des fois, ça tient à des choses toutes petites. Moi, ce que je voudrais, c'est arroser une plante le matin quand je me lève. Si déjà on arrivait à faire ça. Et c'est des choses très simples, en fait, parfois, et qui demandent très peu de moyens et pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'argent. Et voilà. Et donc, il y a plein de publications. Si ça vous intéresse, nous, on a beaucoup publié sur ça. La CNSA aussi, je trouve que ça avait été écrit de manière très, très claire dans le chapitre qui était sorti en 2018. Donc tout va vers ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette transformation domiciliaire, vous avez vu des jolies photos d'architecture, ça ne peut pas être que ça. Si on fait que ça, on aura fait un joli décor. Mais la question de la transformation derrière, des mentalités organisationnelles, de la manière dont on regarde les gens, dont on perçoit leurs compétences avant de percevoir leurs besoins de prise en charge, ça, la révolution, elle doit être menée à cet endroit-là. Et le projet architectural peut être un très très bon levier, parce que c'est le moment où on peut changer des choses de manière non violente, dans le sens de manière positive. Voilà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez. On publie plein de trucs, parmi lesquels un blog qui s'appelle Un monde à part, sur lequel on poste tous les lundis avec Colette Henner, avec qui je travaille beaucoup, des extraits de ces immersions et de ce que disent les gens, parce qu'en fait, on ne le commente pas. Et à la parole des résidents, des professionnels, ça suffit, je crois, pour se dire, voilà, qu'est-ce qui est désirable pour les gens. En fait, si on écoute, ils le disent. Des choses très simples en réalité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme vous et moi en fait. Et d'ailleurs, quand les gens me disent, les professionnels me disent, mais on peut faire ça, j'ai dit, c'est simple. Est-ce que vous mangeriez ça ? Non. Et si c'est pas assez bien pour vous, c'est pas assez bien pour eux. Et je crois parce qu'il n'y a pas de nous et eux. Pour moi, il n'y a pas d'écart en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Fanny Serrez. Pour ce sujet sur la transformation domiciliaire donc, des établissements, on aura compris que l'architecture est donc un levier aussi au changement des mentalités et des organisations. Il faut changer à la fois, certes, le contenant, c'est le décor, mais il faut changer aussi le contenu pour que tout ça donne une très bonne image. Merci en tout cas pour cette présentation. Alors, Erwan,